Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était une attaque, pas une rixe. Ils sont venus pour planter des gens. Ce récit, c'est celui de l'une des organisatrices du bal de Crépol dans la Drôme. Hier soir, le ministre de l'Intérieur à la télévision a présenté ses condoléances à la famille de Thomas, jeune de 16 ans tué à d'un coup de couteau. Gérald Darmanin qui est revenu sur les circonstances du drame. Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a eu plus de 70 auditions qui ont été faites par la gendarmerie et évidemment il y aura les interpellations des auteurs et évidemment ils seront confondus devant la justice. Quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans, c'est évidemment une faillite générale de notre société. Les parents, une partie peut-être l'immigration, je ne sais pas si c'est le cas dans cette affaire-là, mais ça peut en partie expliquer. Évidemment des réponses pénales qui ne sont pas assez fortes, évidemment une présence de la police qui n'est pas assez forte, évidemment une éducation populaire qui n'est plus là. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir à la télévision. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en direct de Crépol dans la Drôme. On vient de l'entendre avec le ministre de l'Intérieur. L'enquête semble progresser. Oui, dans un communiqué, le procureur de Valence laisse entendre qu'il pourrait y avoir des avancées opérationnelles rapides de l'enquête. Évidemment, tout le monde ici à Crépol espère au plus vite des interpellations, car les gendarmes de la section de recherche de Grenoble ne ménagent pas leurs efforts depuis 2 jours. Ils cherchent par tous les moyens à identifier ces 10 ou 15 jeunes venus pour une expédition programmée, armés de couteaux avec des lames de plus de 20 cm. Vous l'avez entendu, 70 auditions ont déjà été menées, 50 autres auront lieu dans les heures à venir. Les enquêteurs qui sont également en train d'analyser les connexions aux relais téléphoniques, les téléphones qui ont borné, car on sait que plusieurs dizaines de milliers d'activations ont eu lieu cette nuit-là dans le même secteur. Et il faut donc désormais recouper tout cela. Et les enquêteurs qui travaillent enfin sur les images des caméras de vidéosurveillance. Il n'y en a pas beaucoup ici, on est dans un petit village, mais il y en a au moins une devant la supérette de Crépol. Elle est située juste à côté du chemin qui mène à la salle des fêtes où s'est noué le drame. Ces images-là pourraient être donc très utile. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en direct de Crépol. On fera un nouveau point avec vous, Jean-Luc, dans le journal de 8h. Elle s'explique publiquement pour la première fois. La députée Sandrine Josso est sortie du silence. Elle accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée chez lui pour pouvoir abuser d'elle. Sandrine Josso a raconté hier soir face caméra cette soirée où elle a échappé de justesse au pire. Je suis allée en toute amitié fêter la réélection de ce sénateur que je connais depuis 10 ans. Il m'a servi une coupe de champagne dans la cuisine. Je n'ai pas vu les verres avant qu'il les apporte sur la table. J'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. Il insistait, il reprend mon verre, il retourne dans la cuisine me servir encore un verre de champagne. J'étais déjà complètement sous l'effet de la drogue. Il n'était pas dans un état normal. J'ai juste eu l'instinct de survie nécessaire. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir parce que je pensais qu'il allait abuser de moi, parce que dans l'ascenseur, je ne tenais plus debout. Je viens pour parler de ce fléau. On ne peut plus détourner le regard là-dessus. On peut tous subir ce que j'ai subi. La députée Modem Sandrine Josso hier soir à la télévision. Le sénateur Joël Guerriau est mis en examen dans cette affaire. Il a d'ores et déjà été suspendu du groupe parlementaire Horizon au Sénat. D'autres sanctions pourraient suivre. Il est 7h04 sur Europe 1. Le congrès annuel des maires de France. L'absence d'Emmanuel Macron sera une fois de plus très commentée. Le président n'a pas piscine, mais visioconférence. L'Élysée justifie l'esquive présidentielle en raison du sommet du G20 prévu demain. À la place, Emmanuel Macron recevra près d'1 millier de maires. Alexandre Chauveau, entre le chef de l'État et les élus locaux, décidément, la relation est toujours aussi compliquée. Oui, relation empreinte d'incompréhension, voire de détestation entre un président qui n'a jamais exercé de mandat local et des édiles qui l'accusent d'avoir considérablement réduit leur champ d'action. 2017, Emmanuel Macron est sifflé au Salon des maires. La suppression de la taxe d'habitation entraîne selon eux une perte conséquente d'autonomie financière. Pour Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, le chef de l'État entretient un rapport jupitérien avec les élus, marqué notamment par ses absences au Salon des maires. On a un rapport à la fois très vertical et en même temps souvent une mauvaise compréhension des problématiques des élus. Une autonomie en matière fiscale, je l'ai dit, qui a été réduite de manière assez drastique. Et à côté de ça, des remontées de terrain qui sont réputées être
peu ou mal entendu. Et cette fracture s'illustre également par l'absence d'implantation locale du parti présidentiel en situation d'échec lors des dernières élections municipales. Si la crise des Gilets jaunes et celle du Covid-19 ont rappelé l'importance des maires, la relation entre Emmanuel Macron et les élus locaux n'a jamais réellement connu d'amélioration. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pas de président de la République au 105e congrès des maires, mais une ministre, celle en charge des sports, Amélie Oudéa-Castéra, veut faire de l'activité physique une grande cause nationale. Présentation aujourd'hui des grandes lignes du plan gouvernemental pour inciter les Français à bouger davantage, au moins 30 minutes par jour. À l'étranger, les pourparlers s'accélèrent pour une trêve et une libération des otages retenus par le Hamas. On est tout proche d'un accord, déclaration du chef de l'organisation terroriste qui parle d'un accord de trêve contre otages. Pas d'informations sur leur nombre. Possibilité de pause dans les combats repoussés pour l'instant par Israël. Pour identifier les otages, Tsahal a d'ailleurs recours à un logiciel de reconnaissance faciale très performant. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, William Molinier. La plateforme compte à ce jour plus de 300 000 clips vidéo. Ce logiciel de reconnaissance faciale est né le 8 octobre, au lendemain de l'attaque du Hamas. On balaie tous les médias sociaux, TikTok, Facebook et bien sûr Instagram. Donc on a commencé à comparer les photos et les vidéos qu'on collectait depuis la bande de Gaza aux images que les familles nous apportaient. Franco a ainsi pu identifier 66 otages dans des vidéos diffusées depuis la bande de Gaza. Ce logiciel, un mélange de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle, est désormais accessible à l'armée israélienne qui peut recouper par exemple les vidéosurveillances de l'hôpital Shifa pour détecter d'éventuels otages. On ne remplace pas l'armée, on ne remplace pas non plus la police, mais on peut réagir très vite parce qu'on est une équipe spécialisée dans les crises. Cela me semble donc naturel de s'engager comme volontaire dans une crise nationale. Outre les visages des otages, le logiciel se concentre aussi sur celui des terroristes, une aide pour préparer minutieusement les dossiers judiciaires en vue des procès à venir. Tel Aviv, William Molinier, Europe 1. Et puis à Strasbourg, le Parlement européen veut fixer de nouveaux objectifs en matière d'élimination des emballages à usage unique. Et la France tente de montrer l'exemple en la matière avec l'interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods. Mesure, vous allez l'entendre, pas toujours très respectée, loin de là. Louise Salé a commandé pour nous un burger frites. Reportage. En plein cœur de Paris, Yanis vient de finir son repas dans une célèbre enseigne américaine de frites et burgers. Le contenu de son plateau... Je l'ai jeté après à la poubelle, comme d'hab, comme tout le monde. Tout comme Léane. On n'a pas du tout utilisé de vaisselle réutilisable, c'était que des emballages en carton jetables. Cette marque de fast-food fait pourtant partie des bons élèves. 5% seulement de ces restaurants utilisent du jetable faute de place pour des machines à laver, d'après l'entreprise. Mais pour l'ONG Zero Waste France, toute enseigne confondue, cette loi est peu respectée. Charlotte Soularié est porte-parole. Nous allons très régulièrement vérifier dans les restaurants l'application de la loi. Nous l'avions fait de manière systématique d'ailleurs, en visitant 300 restaurants en janvier. Nous avions observé que plus de la moitié des restaurants ne respectaient pas la loi. Il n'y a pas de sanction. Il est vraiment temps que le gouvernement s'y mette et impose tout simplement le respect de la loi. Le gouvernement assure que les contrôles menés cette année ont avant tout une visée pédagogique. Les sanctions tomberont à partir de l'année prochaine à raison de 1 500 € d'amende par jour. Louise Salé, puis tiens, le football, les Bleus peuvent faire le grand chelem en cas de victoire ce soir face à la Grèce, déjà qualifiée pour l'Euro 2024. Ils ont gagné tous leurs matchs de poule jusqu'à présent. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journée.